Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. En cette veille du 14 juillet, une bonne nouvelle pour commencer ce journal. La météo est optimiste puisqu'elle prévoit sur l'ensemble du pays un beau temps chaud et ensoleillé, beau temps qui se poursuivra également demain. C'est donc, il faut l'espérer, sous un soleil radieux que demain, à partir de 9h30, se déroulera sur les Champs-Élysées le traditionnel défilé des troupes. Quelques chiffres pour ce défilé: 10 000 hommes, 650 véhicules et un peu plus de 160 avions et hélicoptères participeront à cette grande parade du 14 juillet. On a répété et on répète encore ce défilé. Sur une photographie, par exemple, eh bien, vous allez découvrir les 3 régiments d'infanterie de marine lors d'une ultime mise au point effectuée sur le circuit automobile du Mans. Répétition également pour les légionnaires qui, eux, s'entraînent dans le bois de Vincennes. On met également la dernière main aux balles qui vous accueilleront à partir de ce soir. Les pompiers de la caserne Malheur, tout à côté de la télévision, seront fin prêts, vous le voyez, pour pouvoir vous accueillir. Enfin, ce soir aussi, des feux d'artifice un peu partout en France, mais un point quand même à signaler, les Parisiens devront attendre demain soir pour voir les feux d'artifice dans la capitale. Ces feux d'artifice, ils seront au nombre de 5. À l'étranger, c'est l'Irlande, aujourd'hui encore, qui va retenir l'attention des observateurs. Les protestants, vous le savez, célèbrent aujourd'hui le 280e anniversaire de la bataille de la Boyne, une bataille qu'ils ont gagnée contre les catholiques. Plus de 100 000 personnes vont défiler aujourd'hui dans les rues de Belfast, et dans toute l'Irlande du Nord, les orangistes sont bien décidés à fêter cet événement comme il se doit. Pour éviter des heurts qui peuvent toujours se produire entre les protestants et les catholiques, 7 000 soldats et 4 000 policiers sont sur le pied de guerre depuis bientôt 48 heures. Hier dimanche, par exemple, il y a eu quelques défilés de protestants, quelques manifestations protestantes, mais ces manifestations se sont déroulées dans le plus grand calme. Un calme jugé inquiétant par les officiers de l'armée britannique dépêchés en toute hâte et en renfort en Irlande du Nord. Pourquoi ce déploiement de force ? Pourquoi cette inquiétude de part et d'autre? Eh bien parce que l'on redoute, vous vous en doutez, des affrontements semblables à ceux qui avaient endeuillé l'année dernière l'Irlande du Nord. Inquiétude en Irlande, inquiétude également aux États-Unis à la suite des incidents qui se sont produits la nuit dernière dans un certain nombre de grandes villes. Jugez plutôt des incidents qui ont opposé, parfois assez violemment, il faut le dire, les forces de l'ordre et les populations noires de ces villes. L'état d'urgence et le couvre-feu, 2 premières mesures, ont été institués à Michigan City dans l'Indiana, à New Bedford dans le Massachusetts et ensuite à Highland Park dans le Michigan. Enfin, 3e point chaud de cette actualité internationale, le Moyen-Orient, avec sur toutes les frontières d'Israël, nous allons faire le point sur une carte des combats, des accrochages et des attentats. Premier point, le canal de Suez. Cette nuit, 2 unités égyptiennes franchissent le canal et attaquent des positions israéliennes dans la région d'El-Shat. Deuxième point, nous remontons cette fois sur la frontière israélo-jordanienne, près de la vallée de Bessan. Là, c'est une unité de l'armée israélienne qui traverse le Jourdain et qui attaque un avant-poste de l'armée jordanienne près du kibboutz de Yardena. Enfin, à quelques kilomètres de la frontière libanaise, c'est tout à fait au nord sur cette carte, près de Saint-Jean d'Acre, un commando palestinien attaque à la roquette à partir du territoire libanais un village de vacances, Naharia. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes à la suite de cette attaque. Et puis le Moyen-Orient, il faut le signaler aussi sur le plan diplomatique, une interview de M. Joseph Sisko, le spécialiste des questions du Moyen-Orient au département d'État américain. M. Sisko, dans une interview, a cependant refusé de confirmer des informations qu'avait données notre confrère Newsweek, informations selon lesquelles le président Nixon serait enclin à livrer de nouveaux appareils de combat à Israël. En France, nous abordons maintenant l'actualité française. L'actualité politique est en sommeil en cette veille de 14 juillet. Mais une actualité qui sera quand même marquée par les obsèques cet après-midi à Barbezieux en Charente de l'ancien président du Conseil, M. Félix Gaillard. L'actuel Premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, sera présent cet après-midi à Barbezieux. Hier soir, la dépouille mortelle de l'ancien président du Conseil était arrivée à Barbezieux. Barbezieux, la gentilhommière de M. Félix Gaillard. C'est hier soir vers 19h15 que la voiture transportant le corps de l'ancien président du Conseil s'est rangée contre la maison. Depuis plusieurs heures, une foule recueillie attendait discrètement près de la demeure. Des amis, plusieurs personnalités étaient auprès des membres de la famille lorsque le cercueil recouvert d'un drap violet fut déposé dans le salon. C'est là qu'aujourd'hui la population de Barbezieux devait venir rendre un dernier hommage à l'homme politique disparu. Un homme politique doué d'une telle personnalité
qu'il jouissait d'une estime générale. La famille Gaillard est originaire de La Chaise, une petite localité à une dizaine de kilomètres de Barbezieux. C'est dans le cimetière de ce village que se trouve le caveau familial. C'est ici, à côté de son grand-père et de son père, que le président Félix Gaillard reposera désormais, après l'ultime hommage de ses nombreux amis, des personnalités dont M. Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre. Je vous l'ai dit en ouvrant ce journal, la météo a prévu jusqu'à la fin de ce très long week-end du 14 juillet du soleil et de la chaleur sur l'ensemble du pays. Et de l'avis même de tous les spécialistes, ce week-end du 14 juillet, eh bien, c'est le plus beau week-end de l'année. Il n'y a jamais eu autant de voitures sur les routes. Si vous avez pris votre voiture, vous avez pu vous en apercevoir. 15%, dit-on, de plus que l'année dernière à pareille époque. Malheureusement, cette augmentation de la circulation a eu des conséquences, bien sûr, quant aux accidents de la route. Sur un document que vous allez voir, c'était à La Roche-sur-Yon, hier en Vendée, un accident de la route, 5 personnes périssent carbonisées. Et puis, une dépêche qui vient de me parvenir, qui nous donne, d'après l'agence France-Presse, le bilan des accidents de la route seulement pour samedi et dimanche. 103 morts et 845 blessés, dont 370 grièvement atteints. À ces accidents de la route, il faut ajouter aussi des accidents dus, aux vacances, des accidents comme les noyades, par exemple, elles ont été très nombreuses en ce week-end puisqu'il a fait très chaud, et puis aussi des accidents de montagne. À l'étranger, les autorités roumaines et les autorités péruviennes ont enfin dressé le bilan presque définitif des deux catastrophes qui ont endeuillé ces dernières semaines, la Roumanie avec des inondations et le Pérou avec le tremblement de terre du 31 mai dernier. Vous allez le voir avec Stéphane Paoli, c'est un bilan extrêmement lourd. En Roumanie, 166 personnes ont péri, 14 autres ont été portées disparues. Les inondations ont emporté plus de 15 000 km de voies ferrées et détruit 6 700 km de routes. Pour l'agriculture, le bilan est aussi dramatique puisque 7 000 hectares de céréales ont été envahis par les eaux. 45 000 maisons ainsi que 20 000 constructions diverses, des usines notamment, ont été totalement détruites et près de 15 000 villes ou villages ont eu à souffrir de ces inondations. Au Pérou, le tremblement de terre du 31 mai dernier a ravagé une zone de près de 100 000 km², faisant 1 700 000 sinistrés et causant des dégâts estimés à plus de 500 millions de dollars. Plus de 150 000 maisons ont été détruites et il faudra 2 ans pour redonner à cette région du Pérou un semblant de vie économique. Nous changeons totalement de sujet puisque vous allez pouvoir le constater. Nous allons ouvrir maintenant une page appelée, si vous voulez, les petits échos de la vie internationale. Et à la première page de ces petits échos de la vie internationale, un navigateur qu'il faut féliciter, Thor Heyerdahl. En effet, après 56 jours de traversée, le navigateur norvégien et son équipage sont arrivés hier à la Barbade. Michel Toulouse. La preuve est faite, des navigateurs égyptiens ont pu découvrir l'Amérique bien avant Christophe Colomb et fonder les civilisations d'Amérique du Sud. Thor Heyerdahl, sur son radeau construit en papyrus comme les bateaux égyptiens, a pu affronter et traverser l'Atlantique. Il est arrivé ce matin à la Barbade, aux Antilles, après une traversée de 56 jours. Le radeau avait quitté Safi au Maroc le 17 mai dernier. Nous voyons le bateau au cours de son voyage vers l'Amérique. La coque en papyrus est imbibée d'eau, mais le radeau a encore une flottaison satisfaisante. Il bat pavillon des Nations Unies et sa cabine de 8 mètres sur 2 est une petite reproduction de l'ONU puisque 8 hommes de 8 nationalités différentes y vivent ensemble. À bord, tout s'est très bien passé. Le médecin de bord, un soviétique, n'a eu qu'à soigner les 2 premiers jours les hommes atteints de mal de mer. Pour Thor Heyerdahl, c'était la 2e tentative. Son premier bateau en papyrus que nous voyons ici avait coulé au large de la Barbade. Une façon comme une autre, vous le voyez, de passer des vacances sur l'eau. Autre façon peut-être de passer des vacances, aller regarder le passage du Tour de France. Aujourd'hui, 17e étape, Toulouse-Saint-Gaudens, 190 km et au bout de l'étape, bien sûr, les Pyrénées. Je ne sais pas si hier vous vous promeniez dans le Loir-et-Cher, très exactement du côté de Villechauve. Toujours est-il que vous avez peut-être été surpris, si vous étiez à Villechauve hier, de voir autant de chauves. Hier, en effet, les plus belles calvities de France s'étaient donné rendez-vous. Pourquoi? Eh bien pour l'élection du plus beau chauve de France. Regardez. Villechauve, 250 habitants, habituellement autant de cheveux qu'ailleurs, mais hier, Villechauve sous le soleil brillait de 1000 feux, chauves venus de tous les coins de France, mais aussi chauves sans frontières.
tous au préalable s'étant arraché le dernier cheveu. L'épreuve finale était la plus redoutée, passage de la brosse à rebrousse-poil, contrôle du désert à la loupe, calcul au centimètre de la surface gagnée sur la forêt. Premier, un chauve d'Orléans, 944 cm de surface garantie polie. N'est pas chauve qui peut. Bien, vous avez peut-être reconnu Philippe Gildas. France Guérité, avant de passer à notre page magazine, je voudrais donner deux informations générales. La première, la Chambre des flagrants délits d'Aix-en-Provence a condamné ce matin Joseph Boulbès, le frère d'Arlette Boulbès, à 4 mois de prison avec sursis pour outrage à magistrat. Vous savez qu'il y avait eu un incident lorsque la Cour d'Aix-en-Provence avait rendu son verdict. Et puis toujours, pour le procès de Puricard, nous apprenons que Arlette Boulbès, Gaston Costeras et Sauveur Padovani, les 3 accusés d'Aix-en-Provence, eh bien ces 3 accusés ont demandé aujourd'hui leur pourvoi en cassation. Voilà, à vous la parole pour cette page magazine. Très bien. Eh bien, vous savez que les formules de vacances se multiplient et se diversifient d'année en année. Eh bien, voici comment des jeunes, ce sont des scouts de France, ont choisi de passer leurs vacances en Aveyron. Un reportage de Jean-Pierre Delgado. Qu'ils soient scouts ou tout simplement indépendants, certains jeunes ont semble-t-il trouvé la solution à leurs vacances. En voici un exemple avec un groupe de scouts de la région parisienne. Ces vacances sont vraiment les leurs. Pour descendre l'Aveyron en bateau, ils ont travaillé pour avoir de l'argent, ils ont vendu de vieux journaux, repeint des appartements, vendu du muguet et bien d'autres choses encore. Et puis, comme ils voulaient fabriquer eux-mêmes leurs bateaux, ils ont suivi un stage dans une usine de fabrication plastique. Le résultat, il est là, sous vos yeux. Grâce à leur acharnement, ils sont partis, et même si pendant 5 mois, ils ont travaillé dur, la récompense est agréable. À préparer ce camp légèrement avant Noël. Ça fait donc à peu près 5 mois que l'on est sur cette entreprise. 5 mois, ça demande quand même beaucoup d'heures de libre. Comment est-ce que ça se passe pour vous, enfin un peu pour chacun de vous, comment est-ce que vous réussissez à vous libérer pour préparer, parce que je crois que vous avez fabriqué les bateaux, vous avez préparé les itinéraires, vous avez préparé un peu tout. C'est-à-dire que ça demande une certaine organisation personnelle, parce qu'évidemment on fait ça pendant notre temps de loisir. C'est-à-dire le dimanche, le jeudi. Le dimanche ou le jeudi ou le soir en semaine. Le meilleur exemple d'organisation du travail, ces 25 jeunes nous le montrent. Malgré leurs activités très prenantes, ils ont réussi l'exploit de tous réussir leurs examens de fin d'année. Descendre l'Aveyron en bateau, retaper un vieux château ou visiter un pays étranger, autant d'activités qui sont à la disposition de tous si vous n'avez pas d'idée pour vos vacances et pour combler vos heures de loisirs pendant l'année. Eh bien, les promenades sous le soleil, cela donne soif, c'est bien connu. Et si vous n'avez pas envie de boire de l'eau, voici quelques suggestions de boissons fraîches pour l'été. Et comme nous prenons grand soin de votre santé, ce sont des boissons non alcoolisées, par Jacqueline Alexandre. Pour un cocktail, un après-midi ensoleillé, une soirée chaude, quelques suggestions de boissons fraîches et non alcoolisées. Du thé glacé par exemple, pour 6 personnes, versez dans chaque verre une cuillerée à soupe de sucre. Mouillez avec très peu d'eau bouillante, remuez, vous obtiendrez un sirop de sucre qui se mélangera parfaitement au thé. Dans une théière ébouillantée, mettez autant de cuillerées à café de thé que de convives. Pour éviter qu'il ne se forme des dépôts au moment où on le verse sur la glace, il est préférable de mettre plus de thé et de laisser infuser moins longtemps que pour un thé ordinaire. Versez 1 litre d'eau bouillante qui doit être retirée du feu dès le premier bouillon et laissez infuser 5 minutes exactement. Disposez 5 ou 6 glaçons dans chaque verre et versez dessus le thé brûlant. Tournez et servez les glaçons à demi fondus. Un demi-verre de jus d'ananas, une bouteille de jus de pomme, 3 oranges et un citron pressé pour un cocktail de jus de pomme. Mettez une douzaine de glaçons dans un broc
un jus de fruits. Ajoutez le jus d'ananas, l'orange, le citron et 1 litre de jus de pomme. Versez 2 cuillerées à soupe de sucre et remuez. À servir très glacé. Toujours pour 6 personnes, un cocktail au jus de raisin. Coupez une orange en rondelles, pressez le jus de 1, 2, 3, 4 citrons, ajoutez celui de 2 oranges, mettez les rondelles d'orange dans la cruche pour parfumer. Ajoutez un morceau de cannelle. Versez le mélange orange-citron, puis le litre de jus de raisin, 3 cuillerées à soupe de sucre, tournez et servez sans attendre. Un verre de sirop de framboise et une boîte de pamplemousse. Dans une carafe, mélangez un verre de sirop de framboise et une boîte de jus de pamplemousse. Ou une bouteille. Versez la quantité désirée dans chaque verre et complétez avec de l'eau gazeuse à volonté. Ajoutez quelques glaçons. Une bouteille de jus d'ananas, une bouteille d'abricot pour un cocktail des îles. Dans un pichet, mélangez le jus d'ananas au jus d'abricot. Ajoutez une demi-bouteille d'eau. Mettez 1 heure au réfrigérateur. Pour le service, plongez le bord du verre dans 1 cm d'eau, roulez dans le sucre, garnissez d'une rondelle d'orange et servez. Eh bien, si le chemin de vos vacances passe par Dieppe, arrêtez-vous. Et ne manquez surtout pas de visiter le musée de Dieppe, où l'on peut compter, en particulier, quelques très importantes pièces d'ivoire. Car en effet, Dieppe est la patrie des ivoiriers depuis des siècles. Ce sont d'authentiques artistes qui sculptent, qui travaillent l'ivoire. Et voici à ce sujet un reportage de notre station de Rouen. Dieppe, 30 000 habitants. La doyenne des stations climatiques françaises, un port actif et pittoresque, une ville animée et riche d'un passé que le touriste peut retrouver au Pollet, à Saint-Jacques ou au vieux château du XVe siècle. Monsieur Bazin, ce château comporte aussi un musée. Ce château est un musée depuis 1923. On y a placé les collections du musée municipal de Dieppe. Si bien qu'on l'appelle le château-musée, c'est normal. Bien, et dans certaines vitrines de ce musée, on y trouve des ivoires. Alors on parlera plus spécialement des ivoires aujourd'hui, si vous le voulez bien. Oui, puisque d'abord, c'est la collection la plus importante du musée, une collection qui a été constituée essentiellement avec les témoins du travail des ivoiriers dieppois depuis le XVIe siècle jusqu'à notre époque. Alors pourquoi des ivoires à Dieppe? Mais vous savez, ça, c'est une histoire tout à fait logique dans le déroulement de ce qui s'est passé à Dieppe depuis les origines. Les Dieppois ont été de grands navigateurs. On dit que les navigateurs dieppois ont découvert les côtes de Guinée au XIVe siècle. En tout cas, on apportait l'ivoire à Dieppe, disons, depuis le XVIe siècle au moins. Et comme on l'apportait à Dieppe, on a fini par le travailler. Et dans les pièces que vous avez, nous trouvons des bateaux.
Alors parlez-nous un petit peu de ces bateaux. Est-ce que vous avez des pièces, une information sur ces chefs-d'œuvre? Il y a un très beau bateau qui était comme pièce de démonstration dans la vitrine d'un atelier d'ivoirier. C'est le plus beau bateau de la collection qui est fait entièrement en ivoire, qui a toutes ses voiles en ivoire, même ses cordages. Et il y en a un autre, par contre, qui n'est peut-être pas diepois d'origine, mais qui a été fait par des marins prisonniers à bord des pontons anglais pendant les guerres de l'Empire. On peut parler de bateau, mais on peut parler aussi de boussole. Oui, ces boussoles qui n'étaient peut-être pas seulement des instruments de navigation, mais qui étaient une spécialité diepoise, les cadrans à boussole que fabriquaient les Blous, les Sénécals au XVIIe siècle, et qui sont ces objets très précis et très précieux en même temps, décorés de gravures extrêmement fines, et qui permettaient de trouver énormément de choses, en particulier l'heure de jour et de nuit, en s'orientant sur la Lune, sur les étoiles ou sur le Soleil. Des dessins très différents d'ailleurs, on trouve des thèmes religieux. On trouve un peu de tout, il est probable que c'était des travaux qu'on faisait à la commande, on y trouve aussi des armoiries. Vous avez reconstitué ici au musée un petit atelier d'ivoirier. Oui, j'ai pu trouver, sans d'ailleurs trop de difficultés, et grâce à la compréhension d'un certain nombre de diepois, la plupart des outils qui servaient pour faire le travail que les gens voient dans les vitrines. Et on voit cet atelier d'ailleurs après avoir vu les objets, et les visiteurs n'en sont que plus surpris de voir, constater la finesse avec laquelle étaient faites ces choses très détaillées, de la fouillées, cette dentelle d'ivoire, et de voir ce résultat qu'on pouvait obtenir avec des outils apparemment très grossiers. Qui ressemble un petit peu d'ailleurs à des outils de menuisier, par exemple. Qui ressemble surtout à des outils d'orfèvre. D'ailleurs, il y a des noms, comme la grêle ou l'écoine, la cheville, qui sont analogues au nom des métiers dans lesquels on travaille le métal. On travaillait autant presque l'os et l'os de mouton que l'ivoire d'éléphant. On travaillait aussi la dent de cachalot, l'os de baleine, et en même temps que l'ivoire, toutes sortes d'autres matières. On le lit d'ailleurs sur un prospectus qui avait été édité par Jean-Antoine Belle-Tête, pour Jean-Antoine Belle-Tête au XVIIIe siècle. On dit qu'il travaillait l'os, la corne, l'ivoire, la noix de coco, la nacre et d'autres matières encore. On peut reprocher aux ivoiriers diepois en général d'être essentiellement des artisans très habiles et qui ont inventé très peu, sachant néanmoins répéter parfaitement toujours les mêmes formules. L'un d'entre eux, par contre, Pierre Graillon, qui a travaillé au XIXe siècle, a trouvé une expression personnelle, a eu quelque chose à dire et a traduit dans ses ivoires, mais aussi bien dans ses bois sculptés ou dans ses peintures, la misère profonde dans laquelle il était né, dans laquelle il a vécu toute une partie de sa vie. Je crois que Dieppe est vraiment le seul centre important du travail de l'ivoire. On a travaillé l'ivoire à Rouen aussi, mais la plupart du temps ce sont des ivoiriers diepois qui sont venus s'installer à Rouen, et ça seulement à la fin du XVIIe siècle. Alors tout cet été, on pourra donc visiter ce musée. Quel jour? Tous les jours. Le musée de Dieppe est ouvert tous les jours, du 15 juin au 15 septembre. Nous fermons le mardi qu'après le 15 septembre. Télémidi s'achève ainsi, je ne sais que vous souhaiter. Bonne fin de week-end, bon bal du 13, du 14 juillet. En tout cas, amusez-vous bien. Toute l'équipe de Télémidi vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.